On va pouvoir commencer, je pense. On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis Antoine. Vous voyez également Roxane à l'écran. On se présentera un petit peu plus dans un second temps. Bienvenue pour ce premier échange aussi sous la marque Halo, donc notre entreprise. Très rapidement, un petit mot sur Halo. Ensuite, on vous dira un petit mot sur Humanis et sur chacun d'entre nous. Et bien sûr, sur l'employé advocacy, raison de notre échange aujourd'hui. Donc rapidement, Halo, c'est une entreprise qui a été lancée fin février, enfin une marque qui a été lancée fin février et qui est le regroupement, la fusion de 3 entreprises existantes, donc à savoir Jubiwi en France, Koyo en Allemagne et Smarp en Finlande, aux États-Unis et en Angleterre. Et justement, Smarp, c'est une solution d'employee advocacy. Donc c'est en partie pour cela qu'on est sur ces sujets d'employee advocacy. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à donc 11h40, 11h45 maximum. On va essayer de respecter le timing. Je vous invite vraiment à poser toutes vos questions sur le chat. On y répondra. Il n'y a aucun sujet tabou. C'est hyper transparent. Donc, allez-y franchement. Et pour commencer, je vous propose de commencer par la présentation de Roxane Chojai. Roxane, qui êtes-vous en quelques mots? Qu'est-ce que vous faites actuellement dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez? Et peut-être quelques mots sur votre rôle autour de l'employé advocacy chez Malakoff Humanis. Oui, donc bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'employé advocacy, puisque donc effectivement c'est un peu mon activité depuis on va dire 1 an et demi, 2 ans. Moi j'ai fait des études avant de tomber là-dedans, j'ai fait des études de communication, marketing et de sciences sociales. J'ai démarré dans les études marketing et puis très vite je me suis orientée vers le social media. Ça fait à peu près 10 ans. Et ma foi, j'y suis toujours. J'ai fait principalement donc, du social media dans le sens classique du terme, mais on y reviendra. Donc depuis, ça faisait à peu près 8 ans, 8-9 ans que je faisais du vrai social media, c'est-à-dire donc la communication pour les marques. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, je fais de l'advocacy. Donc de plus en plus, en fait, j'ai pris cette deuxième casquette qui est complémentaire. Et aujourd'hui, c'est presque ma casquette principale. D'ailleurs, c'est ma casquette principale, même si je garde d'autres casquettes sous le coude. Je fais principalement donc, de l'employé advocacy. Et ça, c'est un nouveau métier, mais qui, j'en suis sûre, a énormément d'avenir parce que je ne m'imagine pas qu'on puisse s'en passer. Les marques ne peuvent plus s'en passer. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que je fais, mais voilà, grosso modo ce que je fais. Et donc, je travaille chez Malakoff Humanis depuis bientôt 10 ans. Donc, je n'aurais pas imaginé en arrivant là-bas du haut de mes 27 ans que j'y resterai si longtemps. D'ailleurs, ça vous donne une indication sur mon âge. Mais voilà, en fait, c'est un métier qui change tellement, qui évolue tellement qu'on ne s'ennuie pas. Et chez Malakoff Humanis, d'ailleurs, c'est bien Malakoff Humanis, on a eu aussi, en fait, ça bouge beaucoup. La stratégie a énormément évolué ces 8 dernières années. Donc au final, c'est toujours aussi passionnant et absolument pas lassant. Donc j'y suis toujours et peut-être pour encore un moment, à voir. Avec cette casquette employé advocacy, du coup, à temps plein, qui est déjà une belle marque d'investissement que met l'entreprise sur ce sujet. Et merci, enchanté. Bienvenue dans ce webinaire, Roxane. Et moi, quelques mots hyper rapidement. Je vais être un peu plus succinct sur ma présentation. Donc, moi, je m'appelle Antoine, enchanté. Je fais partie de l'équipe commerciale chez Halo depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Et auparavant, j'avais déjà eu une expérience pour un autre éditeur de logiciels. Et également, j'ai travaillé 5 ans chez Great Place to Work, à la fois sur la partie gestion de projet, mais également sur la partie conseil et formateur pour des comités de direction, pour des managers. Et du coup, beaucoup travaillé sur ces sujets de marque employeur, qui sont des sujets que j'aime beaucoup. Et justement, là, aujourd'hui, on est sur l'employee advocacy. Donc, je vous propose de dire quelques mots sur l'employee advocacy avant de rentrer concrètement sur le cas d'usage de Malakoff Humanis. En partant d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, le contenu, il est roi.
il y a beaucoup de contenu et c'est important parce qu'il permet de générer donc ce qu'on appelle de l'awareness. Désolé pour les anglicismes qui vont suivre, mais de travailler sur l'image de marque, de travailler sur de la marque employeur. Le contenu, il sert aussi à attirer des talents, on va en parler, à générer des leads aussi sur le côté marketing, sur le côté commercial. Également à se positionner comme des experts sur un sujet en faisant des contenus pour asseoir sa crédibilité. Mais le problème du contenu, c'est qu'il est à peu près partout. On se noie sous une masse d'informations, sous une masse de contenu, toujours et encore plus. Pour vous donner une petite indication, LinkedIn, par exemple, c'est 2 millions de publications quotidiennes. Donc, toutes les entreprises sont sur les réseaux et sont sur LinkedIn en particulier. Toutes veulent se démarquer. Il y a aussi des influenceurs pros qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et qui font partie de cette masse d'informations, de cette masse de contenu. Et du coup, on se rend compte que dans cette masse d'informations, les entreprises, elles ont du mal, elles ont des difficultés. Des difficultés, premièrement, à diffuser un message impactant sur les réseaux sociaux. Donc, un message impactant, ça veut dire un message qui va avoir de la portée, du reach, qui va être lu, qui va être relayé, qui va être également authentique, donc cru par l'audience, et donc qui va générer de la notoriété, de l'awareness. On se rend compte également que les entreprises, elles ont de plus en plus de mal, je ne vous l'apprends pas, mais à recruter. Donc, on parle de la grande démission aux États-Unis, du marché de l'emploi qui est très tendu en ce moment avec une pénurie de talents et du coup du mal pour les entreprises à recruter et du coup à recruter, ça veut dire également diffuser ces offres d'emploi avec souvent des coûts cachés sur les plateformes payantes, sur des chasseurs de tête, ce genre de budget assez conséquent. Troisièmement, ils ont du mal, les entreprises, dans cette multiplication des contenus, à attirer, à générer, à attirer des leads, donc des leads commerciaux, des leads marketing, notamment là où la concurrence fait rage. Ça va être hyper difficile pour les entreprises de communiquer sur le bon message, au bon prospect, au bon moment. Et du coup, avec pareil, des budgets paid qui augmentent et qui augmentent chaque année et qui ne vont pas forcément avoir beaucoup d'impact. Donc, tout ça, c'est des tendances qu'on va retrouver dans l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, quelles que soient les cultures des entreprises. Elles ont ces difficultés. Donc, diffuser des messages, travailler sur la notoriété, travailler sur le recrutement et attirer des leads. Et du coup, il y a deux possibilités. Soit les entreprises échouent, soit elles prospèrent dans ces stratégies. Et c'est là où vraiment on va avoir une importance de mettre en place une stratégie d'employee advocacy à temps plein. Et nous, on propose une définition chez Halo. Roxane en aura certainement une autre. Elles sont diverses et nombreuses. Nous, on propose une définition, en l'occurrence, c'est faire confiance en ses collaborateurs, non seulement pour qu'ils soient engagés, mais vraiment aller au-delà pour qu'ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de la marque, afin de promouvoir cette marque et gagner en visibilité, en s'appuyant sur le réseau professionnel des collaborateurs, mais également leurs réseaux sociaux. Donc, c'est une définition qu'on propose. Et je vous propose du coup de passer à un exemple concret. En l'occurrence, laisser la parole à Roxane avec une première question. Quel a été le parcours de Malakoff Humanis avant la mise en place d'un programme d'employee advocacy? Puis, quel a été le déclic pour aller sur cette stratégie d'employee advocacy? Ouais. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, donc, ta définition, elle me va tout à fait, hein, c'est tout à fait juste. Et c'est très vrai dans le sens où aujourd'hui, compter sur les collaborateurs, c'est vraiment un pari gagnant à la fois pour les collaborateurs eux-mêmes, mais pour aussi les entreprises. Pour les collaborateurs, quand en fait, ils parlent de leur projet professionnel, de leur réussite collective ou individuelle à l'échelle professionnelle, quand ils en parlent sur les réseaux sociaux, c'est évidemment du personal branding, c'est une marque de fierté, c'est une marque de fierté d'appartenance à leur entreprise, c'est aussi de la reconnaissance. Donc tout ça, c'est hyper valorisant, hyper positif pour les collaborateurs eux-mêmes. Mais évidemment, quand une entreprise embarque les collaborateurs pour qu'ils puissent prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est la garantie pour la marque d'avoir plus de reach, comme tu disais, puisque c'est une des clés. Hein, c'est important de démultiplier les audiences et donc de ne pas se restreindre
aux abonnés, notamment, je pense, au compte LinkedIn d'une entreprise, elle a un certain nombre d'abonnés. C'est important donc de ne pas se contenter de uniquement capitaliser sur cette base-là, sachant qu'en organique, en plus, on en touche une infime partie. Donc, on peut compter sur les réseaux des collaborateurs pour augmenter le reach. On peut aussi compter sur les collaborateurs pour avoir beaucoup plus d'engagement, puisque quand les collaborateurs prennent la parole sur les réseaux sociaux, c'est la garantie d'avoir beaucoup plus d'engagement. Enfin, LinkedIn nous donne comme information le fait que on peut avoir jusqu'à 8 fois plus d'engagement en capitalisant sur les collaborateurs versus les marques. Et puis surtout, ce qui est ultra important, et je pense que c'est vraiment la clé, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que les collaborateurs, quand ils prennent la parole, ils prennent la parole avec leurs propres mots. En tout cas, c'est notre vision chez Malakoff Humanis. Et donc, je vous en parlerai, on ne leur donne pas des messages pré-rédigés. C'est hyper important pour nous qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier les messages et qu'ils parlent des projets avec leurs propres plumes et avec leurs propres mots. Parce que c'est comme ça qu'on coche cette case de l'authenticité. Les collaborateurs, on sait que quand ils prennent la parole, ils ne sont pas rémunérés pour le faire. C'est parce qu'ils sont volontaires et ils ont envie. Donc, c'est authentique versus les marques où tout de suite, on a beaucoup plus de méfiance de la part des collaborateurs et des citoyens, des internautes qui reçoivent les messages. Donc, voilà, ces trois éléments sont hyper importants dans l'employé advocacy: reach, engagement et authenticité. Donc voilà, je voulais appuyer ton propos avec cette partie complémentaire. Et puis pour répondre à ta question sur le parcours de Malakoff Humanis, donc avant la mise en place d'un programme en tant que tel, disons qu'on avait une approche assez classique, je pense comme la plupart des entreprises. Le social media, on avait un focus sur l'écosystème social media de la marque. Donc on s'interrogeait sur est-ce qu'on va sur LinkedIn, est-ce qu'on va sur Twitter, est-ce qu'on a plusieurs comptes Twitter, est-ce qu'on va sur Facebook, plusieurs pages Facebook. Et on était vraiment focus sur notre communication un peu descendante au final, même si on avait la volonté d'être dans l'interaction quand on postait. On pensait vraiment à notre écosystème qu'on essayait de rationaliser, de challenger pour être au plus près des attentes de nos cibles et de nos communautés. Et on n'avait pas forcément cette prise de conscience de compter sur les collaborateurs, si ce n'est un collaborateur en particulier qui, à l'époque, était le dirigeant de l'entreprise. Pendant des années, le groupe était piloté par Guillaume Sarkozy. Donc, voilà, je pense que ce nom vous évoque à tous quelque chose. C'était donc le frère d'eux, ce qui fait que naturellement, il avait une voix, il avait une audience. C'était une personnalité publique. Et donc, en fait, on faisait un petit peu de l'advocacy sans avoir forcément sans avoir une vraie prise de conscience du pouvoir de l'advocacy. Lui, il avait une audience et il avait une place sur les réseaux sociaux et on l'accompagnait moi, j'ai été recrutée à la base pour ça. C'était vraiment pour l'accompagner, pour porter la stratégie du groupe sur les réseaux sociaux, sur son compte LinkedIn et son compte Twitter. Mais au-delà de Guillaume Sarkozy, il n'y avait pas forcément de volonté d'embarquer plus largement. C'était Guillaume Sarkozy et les comptes de marque. Basta. Voilà. Après, si tu veux, j'enchaîne sur la mise en place du programme, ou peut-être que je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Non, très bien, franchement très bien, très intéressant de s'appuyer sur les collaborateurs, d'abord indirectement via le dirigeant et ensuite en l'ayant pensé. Donc tu vas nous dire comment ça s'est mis en place, tout ça dans ta réflexion. Mais j'aimais bien aussi ton lien entre l'engagement du collaborateur et le programme d'employé advocacy. Et je pense que c'est important de le rappeler, c'est l'engagement du collaborateur, c'est aussi sa performance au quotidien. Donc, c'est pas pour rien qu'on met en place ces stratégies, c'est aussi pour que le collaborateur soit engagé et donc, du coup, que l'entreprise soit performante au quotidien. Et du coup, ouais, effectivement, je veux bien que tu nous racontes comment la stratégie s'est mise en place. Ouais. Au début, c'était un seul dirigeant et aujourd'hui, comment tu arrives à embarquer un peu plus Ouais. En fait, ce qui est important de préciser d'emblée, c'est qu'il n'y a pas eu de déclic. Il n'y a pas eu un moment, quelque chose qui a fait qu'on s'est dit OK, on change notre fusil d'épaule, on va miser sur les collaborateurs. Tout ça s'est fait vraiment progressivement. D'abord, comme je le disais, sans vraiment avoir pris conscience de quelque chose, on misait sur Guillaume Sarkozy, mais on était très très loin de l'employé advocacy. C'était il y a plus de 10 ans, 15 ans, donc on ne parlait pas du tout d'employé advocacy à ce moment-là.
même si l'employé advocacy en soi a toujours existé, hein, des collaborateurs qui, quand ils sont même à l'extérieur de l'entreprise, parlent de leur entreprise positivement, on est déjà dans l'employé advocacy. Mais voilà, on n'était pas du tout au même niveau qu'aujourd'hui avec cet accompagnement et la partie social media. Donc, il y avait du Guillaume Sarkozy, puis après, on s'est dit assez naturellement, ah, mais au-delà de Guillaume Sarkozy, il y a quand même le COMEX. On a une grosse entreprise, on a un COMEX. Chacun devrait être un porte-parole, au final, de son domaine, de son périmètre. Il a une expertise. C'est des membres du COMEX chez nous. Ce sont aussi des gens qui vont dans des conférences, qui prennent la parole à l'extérieur, qui sont médiatisés pour certains, dans la presse, etc. Donc, assez naturellement, on s'est dit, bon, il faut aussi qu'ils puissent porter ça sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu cet accompagnement. Voilà, il y a quelques années, j'ai accompagné les membres du COMEX pour qu'ils puissent avoir ne serait-ce qu'un compte LinkedIn à jour et qu'ils connaissent les quelques bonnes pratiques pour pouvoir prendre la parole de temps en temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, bon, en fait, ça s'est fait un peu en entonnoir. On s'est dit, OK, effectivement, les membres du COMEX, c'est bien, mais il y a aussi les dirigeants. Il y a des dirigeants qui ne sont pas au COMEX et qui, en fait, sont ultra, ultra médiatisés, sont hyper impliqués, vont dans plein de conférences, d'événements. Ce serait vraiment dommage de ne pas aussi les accompagner. Donc, en fait, voilà, Guillaume Sarkozy, COMEX, tac, les dirigeants. Et puis après, on s'est dit, mais et les collaborateurs dans tout ça, eux aussi, au final, il y en a qui, même naturellement, parce que ça aussi, dans la partie, dans le programme, on se rend compte qu'il y a des gens qui, naturellement, faisaient des choses, donc qui n'avaient même pas finalement besoin d'être vraiment formés. Ils avaient juste besoin d'avoir l'information. Tu sais quoi? L'entreprise, elle t'encourage à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Elle est d'accord. Déjà, elle est d'accord. Parce qu'il y en a qui ne le faisaient pas forcément parce qu'en fait, ils ne savaient même pas ils ne se sentaient pas forcément le droit de le faire. Donc déjà, il fallait informer les gens. Oui, tu as le droit de poster, de parler de Malakoff Humanis sur les réseaux sociaux. Et non seulement tu as le droit, mais en plus, on t'y encourage. Donc évidemment, pas n'importe comment, il y a des règles qui ne sont pas du tout fermées. Hein, c'est des règles plutôt on colle à ce qui est légal. C'est-à-dire, voilà, quand j'ai commencé vraiment à formaliser ce programme d'emploi advocacy, j'ai commencé par formaliser un guide. Ça paraît évident, hein, mais on n'avait pas de vrai guide qui donnait toutes ces règles. Donc, j'ai formalisé un guide social média qui donnait notamment toute la partie juridique, ce qu'on peut faire ou pas sur les réseaux sociaux, qui donnait des exemples aussi de collaborateurs qui parfois avaient fait des choses dangereuses vis-à-vis de leur entreprise et qui donc voilà des pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber, mais sans non plus effrayer parce que c'est pas le but. L'idée c'était surtout d'accompagner, de donner des bonnes pratiques, de mettre en place une FAQ pour que les collaborateurs puissent déjà se référer à un certain nombre de questions un peu récurrentes. Tout ça, ça a été plugué avec un réseau social professionnel qui est Yammer. Donc, comme ça, pareil, dès qu'il y a des questions, si j'ai envie de partager des actualités, il y a ce réseau qui nous permet d'être un peu plus interactif. Et puis, voilà, progressivement, j'ai accompagné donc, les collaborateurs au sens large avec des formations, des coachings ouverts à tous sur des thématiques précises. Donc, comment mettre à jour son profil, pourquoi compter sur LinkedIn pour faire de la veille, comment faire de la veille sur LinkedIn, comment être influent sur LinkedIn. Donc, vraiment, voilà, des thématiques précises. J'ai accompagné les équipes métiers aussi, en se disant, il y a les collaborateurs au sens large, mais il y a les collaborateurs par équipe qui ont des problématiques par rapport à leur sujet, à leur métier, à leur mission. Donc, voilà, donc, je les ai accompagnés aussi pour répondre à leurs besoins un peu plus précisément, mais toujours dans l'esprit collectif, des sensibilisations collectives. Et puis, j'accompagne aussi en one-to-one quelques personnes, notamment voilà, celles qui sont très, très légitimes pour porter des sujets, qui n'ont pas forcément une audience ou autre. On n'est plus dans cette vision on capitalise uniquement sur ceux qui ont déjà voilà, un compte hyper à jour, qui sont déjà très actifs, etc. On part vraiment du principe que n'importe qui, s'il est volontaire, est légitime et peut au moins être accompagné pour porter ces sujets sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, on a fonctionné de cette manière-là, avec vraiment un entonnoir. Et puis aujourd'hui, on en est encore à une étape un peu différente, puisque en fait, tout ça, c'est très évolutif. Hein. On est vraiment dans la volonté aujourd'hui de nous recentrer, puisqu'on a fait de l'accompagnement
très macro, ouvert à tous. On va continuer à en faire, mais on a vu déjà pas mal de résultats, j'en parlerai après, mais quelques résultats qui font qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut passer à une étape différente, qui consiste à se recentrer sur certains sujets et donc accompagner certains collaborateurs parce qu'ils sont légitimes pour porter certains sujets qui sont prioritaires pour l'entreprise. On a défini des sujets qu'il fallait vraiment qu'on embarque en advocacy, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout embarquer. Et donc, c'est sur ces sujets-là qu'on va se concentrer principalement aujourd'hui. D'accord, pour faire connaître Malakoff Humanis sur d'autres points de sa stratégie, d'autres missions réalisées. C'est quoi les cas Oui, d'usage? c'est-à-dire qu'en fait, l'employé advocacy, elle peut répondre à des tas d'objectifs différents. Toi, tu parlais du recrutement. Effectivement, on s'en sert aussi. Alors, nous, c'est principalement aujourd'hui dans une optique, on sait, hein, c'est le gros temps fort en ce moment dans les entreprises, c'est de recruter des alternants. Ça a commencé déjà il y a quelques mois. Donc, nous, on se sert de l'advocacy, on encourage, on a formé tous les tuteurs, tous les managers qui recrutaient des alternants pour que eux, au-delà de tout ce qu'on met en place sur notre compte, enfin, sur notre site carrière, sur tous les sites un peu incontournables de recrutement, qu'on ait aussi en fait le collaborateur qui prenne la parole sur les réseaux sociaux pour dire bah voilà, moi je recrute, dans mon équipe on recrute, regarde un peu l'équipe comment elle est constituée, je vais te parler des missions avec mes mots à moi, ça va être différent de ce qu'on retrouve sur une offre d'emploi classique. Donc ça on s'en sert aussi, mais Donc, c'est pas le cœur de notre stratégie. Le recrutement, c'est pas voilà l'enjeu principal de l'employé advocacy chez nous. Pour nous, l'employé advocacy, ça a surtout comme objectif effectivement de faire connaître et d'augmenter la notoriété du groupe sur certains sujets, à savoir la RSE. C'est vraiment, on est un groupe qui naturellement en fait depuis des années est très très engagé sur on a beaucoup d'engagements sociétaux et qui ne sont pas forcément connus, ou en tout cas pas comme on le voudrait. Et puis c'est loin de s'arrêter à ça. Hein. Notre RSE, et nos engagements sociétaux, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on aimerait faire connaître. Et donc pour ça, on compte sur les collaborateurs. C'est l'objectif. Et tout ce qui concerne l'expérience client. On est en train de mettre en place beaucoup de choses. Il y a déjà aussi beaucoup de choses qui existent. Et pour ça, en fait, il n'y a pas meilleur porte-parole que les collaborateurs eux-mêmes pour parler de ces sujets. On sait que si c'est l'entreprise qui prend la parole sur ce type de thématique, déjà, il y a une écoute qui n'est pas du tout la même en termes de… Voilà, je parlais encore d'authenticité, hein, mais c'est vraiment ça. On ne reçoit pas le message de la même manière quand il s'agit de parler d'engagement ou d'expérience client. Quand c'est l'entreprise qui prend la parole, il y a une méfiance naturelle qui est présente. Et puis quand on se balade un petit peu sur LinkedIn, on voit que aujourd'hui, beaucoup de personnes influentes, ce sont des personnes qui parlent d'écologie. Pour donner un exemple, l'écologie qui entre notamment dans toute notre stratégie RSE. On sait que très vite, c'est très, très, très dangereux. C'est un terrain glissant pour les entreprises de parler de ce qu'elles font, notamment en matière d'écologie, de développement durable, de RSE. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire porter ces sujets-là par un collaborateur qui va valoriser les petites actions qu'il mène sans clamer, sans se prendre pour autre chose qu'un simple collaborateur qui fait des choses à son échelle. Il ne va pas être attaqué et soupçonné de greenwashing comme une entreprise pourrait l'être. Donc voilà, pour ce type de raisons, notamment, on mise sur les collaborateurs, mais c'est surtout parce que c'est beaucoup plus authentique et beaucoup plus fort et puis la démonstration, elle est beaucoup plus intéressante quand le collaborateur prend la parole, ça montre qu'il est impliqué. Et donc la RSE, c'est pas juste l'engagement d'une marque et d'un groupe, c'est l'engagement de la totalité des collaborateurs. Et c'est là-dessus que ça devient vrai comme discours. Si on voit ouais. que les collaborateurs sont engagés, en fait, c'est que l'entreprise est engagée. Exactement, et ça fait sens avec un commentaire qu'on a eu de Claire D. Pour que les collaborateurs aient envie de s'exprimer sur les réseaux sociaux sur des sujets significatifs pour l'entreprise, ils doivent aussi s'y sentir bien. Cela suppose une expérience collaborateur positive et une cohérence entre ce qui est affiché par l'entreprise et ce que vivent au quotidien les collaborateurs. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Alors, ça, c'est clé. Si les collaborateurs ne sont pas bien dans leur entreprise, c'est évident qu'on ne va pas pouvoir compter sur eux pour être des porte-parole de ce que fait l'entreprise. C'est évident. Ils ont plutôt envie de se taire.
ou alors de dire des choses négatives. Donc ça, c'est évident. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est un cercle vertueux. Hein. Il y a plein de cases à cocher avant que de se poser la question de ah tiens, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de leur entreprise. L'employé advocacy ne peut fonctionner déjà qu'avec elle fonctionne en binôme avec tout ce qui est communication interne. Il faut que les collaborateurs soient embarqués, informés, qu'ils se sentent faire partie d'un collectif. Et pour ça, la communication interne, elle a un rôle hyper important à jouer. Il faut aussi, au-delà de tout ce qui est communication, qu'il y ait des actes, qu'il y ait des actions concrètes qui font que les collaborateurs se sentent bien, qu'ils soient fiers d'appartenir à leur entreprise, pour être fiers derrière de pouvoir en parler de leur entreprise sur les réseaux sociaux. Exactement. Évidemment. Ouais, et ça rejoint notre définition aussi où on disait qu'ils sont au-delà d'être engagés, ils sont ambassadeurs. C'est ainsi c'est quand on se sent bien et quand on est fier de son entreprise, de ses actions, de ses missions qu'on va les Ouais, parler. Hein. Mais, tout à fait. Après, on peut aussi parler de, parce que évidemment, on n'est pas tous et toujours. Il y a certains moments où on est un peu moins bien dans son entreprise, ça peut arriver. Hein. Enfin, on n'est pas dans le monde. Pas dans le monde des bisounours. Hein. Donc, juste pour nuancer un petit peu le propos, on peut aussi être un collaborateur qui est fier de porter certains projets sur lesquels il a énormément travaillé, auxquels il a beaucoup contribué. C'est vraiment une réussite collective, une réussite avec ses collègues, son manager, avec qui tout se passe très, très bien. Et donc, en fait, il peut être tout à fait à même de porter ces sujets-là sur les réseaux sociaux, alors qu'au final, si on dézoome un peu l'image, c'est pas forcément quelqu'un qui, à ce moment-là, est ultra bien dans son entreprise, ou il peut avoir des petits différends à plus haute échelle, mais au final, sur ce projet-là et vis-à-vis de son équipe, il est hyper à l'aise et il est hyper fier. Donc, il peut quand même, il y a différents degrés de communication. On peut très bien porter son sujet sans être ultra ambassadeur de l'entreprise au global. Voilà. bien sûr. Okay. Merci pour ta petite nuance. Donc on a vu comment les collaborateurs de Malakoff Humanis étaient formés sur les réseaux sociaux. Si tu veux dire un petit mot en plus, vas-y, je t'en prie. Effectivement, j'en ai déjà touché un mot, mais donc grosso modo, il y a deux. Si je dois classer un peu les choses, donc on forme les collaborateurs aujourd'hui en collectif avec donc des formations, des sensibilisations ouvertes à tous qui sont proposées 1 à 2 fois par mois, auxquelles donc en fait on peut s'inscrire. C'est vraiment on s'inscrit. Il y a aujourd'hui, cet été là, je suis en train de faire un peu les rattrapages de l'été, les petits coachings de l'été pour tous ceux qui n'auraient pas suivi ce que je proposais tout au long de l'année. On fait un petit rattrapage cet été. Donc ça, c'est vraiment ouvert à tous. Je forme aussi par équipe métier, comme je le disais, sur des thématiques, des problématiques précises, notamment par exemple sur tous les gens qui travaillent sur les engagements sociaux, sociétaux dans notre groupe. Ils ont des problématiques, ils ont des sujets en particulier sur lesquels ils vont être amenés à prendre la parole. C'est plus intéressant de leur donner à eux des exemples qui leur parlent plutôt que de leur parler de généralité. Voilà, il y a cette partie-là. Et puis, toujours sur la partie collectif, en ce moment, donc on est en train de construire. J'ai identifié des personnes qui sont un peu référentes sur les sujets dont je parlais, la RSE, l'expérience client. Et donc, l'idée, c'est de travailler ces communautés, de les former, mais ensuite d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de les nourrir, de suivre leurs actions de manière beaucoup plus fine, puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas encore mis sur la table par rapport à l'employé advocacy et surtout le fait d'accompagner de manière large les collaborateurs, c'est que sans outils, c'est très compliqué aujourd'hui de suivre finement ce que font les collaborateurs. Et nous, aujourd'hui, on a décidé, on n'a pas d'outil. C'est un choix, c'est vraiment un choix. On a eu un outil pendant un moment, mais le niveau de maturité, la prise de conscience de l'importance de l'employé advocacy, je pense qu'elle n'était pas encore suffisamment présente, ce qui fait qu'on n'a pas utilisé cet outil comme on le voulait. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a aussi la conviction qu'il faut accompagner les collaborateurs de manière vraiment qualitative. Donc, on accompagne vraiment, comme je le disais, l'idée, c'est surtout de dire aux collaborateurs, prenez la parole vous-même, faites vos propres publications en les rédigeant de A à Z. Parlez des projets comme vous avez envie d'en parler. Ne vous contentez pas, en fait, de partager ce que Malakoff Humanis a fait sur ses propres réseaux sociaux, de cliquer sur partager et hop, ajouter peut-être une phrase.
voilà, c'est pas notre stratégie aujourd'hui, parce qu'on sait que les algorithmes sont très frileux par rapport au partage. Ça ne fonctionne pas très bien, ça fonctionne même très mal. Et, euh, et puis on ne veut pas, en fait, justement, enfin, la marque, elle a sa propre ligne éditoriale, elle parle de certains sujets, et les collaborateurs sont encouragés à parler d'autres sujets. Donc on voit bien qu'ils ne peuvent pas. L'idée n'est pas de s'appuyer sur les publications de la marque elle-même. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'outils, mais évidemment, la difficulté avec ça, c'est que c'est très très compliqué de suivre ce que font les collaborateurs. Et donc, le prix à payer de ne pas avoir d'outils, c'est de ne pas pouvoir fournir à notre direction des chiffres tout beaux, tout carrés, tout parfaits, comme on aime bien les fournir. En social media, on n'est absolument pas épargné. Hein. C'est KPI, KPI tout le temps. Hein. Voilà, c'est la réalité aussi de nos métiers. On se pose toujours la question du ROI. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu glissant comme terrain. On n'a pas ces beaux KPI parce qu'on peut tout simplement pas le faire. Hein. LinkedIn verrouille énormément l'accès aux données. Et c'est impossible de suivre à la mano ce que font 10 000 collaborateurs. On est 10 000 hein, chez nous, donc c'est pas possible. Mais c'est pas grave. On a pris ce parti pris et on accompagne finement et individuellement versus voilà, le KPI. C'est un choix, mais qui ne peut fonctionner, qui ne peut exister que si on a la confiance de sa direction, de son manager. Et bon, bah, moi, j'ai eu la chance de la voir. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est présente, mais en tout cas, je la remercie. Elle s'était notée de suivre ce live, mais après, elle a toujours des contraintes d'organisation. Mais voilà, c'est grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui, parce qu'elle fait confiance et elle sait qu'elle ne regarde pas uniquement les chiffres, parce que si on regarde les chiffres, en fait, on a peu à montrer. Mais on voit déjà beaucoup de choses d'un point de vue qualitatif qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie et qu'il se passe des choses, même si on n'a pas les KPI macro que certains outils peuvent nous fournir. Voilà. Hyper clair. Merci, merci beaucoup, Roxane. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion à rajouter avant de conclure Eh notre... bien, je dirais que pour mettre en place, ça reprend un petit peu ce que je disais, hein, mais pour mettre en place une stratégie d'employé advocacy, je pense qu'il faut du temps. Ouais. Il faut du temps. Il faut pas mettre la barre trop haute dès le départ. Il faut aussi se poser la question de savoir à quoi ressemble l'entreprise dans laquelle on peut mettre en place ce programme. Chez nous, chez Malakoff Humanis, on n'est pas une start-up. Les gens n'ont pas 25 ans. Il y a de tout. La culture digitale, c'était pas forcément une évidence. On avait beaucoup de collaborateurs. J'avais fait quelques entretiens. Enfin, en fait, il faut vraiment sentir les choses. Mais même au niveau de la direction de la communication, il y avait vraiment des gens qui étaient frileux à aller sur les réseaux sociaux pour parler de leur projet. Il y a aussi ce fossé, non, c'est ma vie perso, je ne veux pas parler de ma vie pro, vie perso, enfin, voilà, je ne veux pas mélanger les choses. Donc, il y avait vraiment, quand on s'interrogeait un peu, quand on se posait sur ce sujet au niveau de l'entreprise, on se rendait compte qu'il fallait d'abord commencer par poser les bases. Un guide pour donner les bonnes pratiques, un guide pour formaliser le fait que oui, l'entreprise, elle encourage, elle est là et elle valorise les prises de parole des collaborateurs. Et puis petit à petit, en fait, affiner, embarquer tout le monde et puis embarquer par communauté sur certains sujets. Je pense que voilà, il faut pouvoir switcher, faire toutes ces choses en même temps. Pour ça, il faut du temps. Et comme je le disais, il faut vraiment la confiance de sa direction et qui accepte qu'il n'y a pas tout de suite des chiffres comme des outils comme par exemple Outsuite peuvent donner quand il s'agit de communication de marque au sens classique du terme. Nous, on n'a pas forcément tout de suite les chiffres, mais c'est pas grave, ça prend du temps et les chiffres, on les aura, les résultats, on les aura. Aujourd'hui, nos collaborateurs, ils sont super fiers qu'on leur donne la parole, qu'on les encourage. Je me permets de te couper, c'était justement une des questions, quel KPI Ouais. suivre pour mesurer la stratégie, quanti, quali? Et bien, effectivement, oui, c'est ce que je m'étais noté. C'est Ouais. quels sont les résultats qu'on a aujourd'hui. Eh bien, oui, on voit que les collaborateurs déjà sont ultra, ultra contents qu'on leur donne accès à ces connaissances, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui s'inscrivent et qui ne sont pas du tout au fait de ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Je crois qu'ils prennent plein de notes. Derrière, ils mettent à jour leur compte, ils commencent à publier. Parfois, ils sont un peu frileux, donc ils m'envoient des petits chats pour me dire ça va, ma publication, est-ce que c'est bien? Et puis je leur dis, mais oui, en fait, moi, je ne suis pas là pour valider. La marque, elle ne va pas valider ce que tu fais.
c'est toi qui prends la parole, tu es maître de ton contenu et nous, on ne regarde pas ce que tu dis. Tant que ce n'est pas dénigrant, en fait, au final, on n'a rien à dire. Et donc, ils sont super contents. Il y en a qui suivent ces formations, mais qui ne vont jamais sauter le pas, qui ne vont jamais prendre la parole finalement sur les réseaux sociaux. Et c'est pas grave, parce que ça reste du pur volontariat. Mais à côté de ça, ils ont quand même ce sentiment on leur donne des clés. Après, à eux de s'en servir ou pas, ou peut-être qu'ils s'en serviront pour autre chose. Mais déjà, voilà, on leur donne accès à un savoir, à des connaissances, et ça, ils sont très, très contents. On valorise aussi les publications de collaborateurs. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça aussi, c'est un truc qui est intéressant à faire en advocacy. C'est derrière, quand il y a des bonnes pratiques, quand des collaborateurs jouent le jeu, ça leur demande du temps, c'est de l'investissement quand même. Eh bien, on valorise tout ça, notamment avec la com interne. Et évidemment, ils sont super fiers quand il y a une newsletter qui est adressée aux 10 000 collaborateurs du groupe et qui met en avant, qui met en lumière leur publication. Ouais, c'est un beau Voilà. levier de reconnaissance. Ouais. En termes de reconnaissance et de fierté, ils sont plutôt contents. Puis derrière, généralement, j'ai toujours un petit message. Merci de nous avoir mis dans la newsletter. Ma publication, du coup, elle a explosé. Je suis passée, je comprends pas. Limite, ça me fait peur. Je sais pas combien de vues j'ai, combien de commentaires j'ai. Est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est normal parce qu'en fait, voilà, elle est explosée. Donc, on voit bien. En fait, c'est toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, on voit que ça fonctionne. Je vois que les gens qui ont été formés, ça y est, ils ne me sollicitent plus pour certains. Ouais. Ils font tout seuls. Donc ça, c'est fierté plus pour moi. Je me dis, voilà, ça a servi à quelque chose. Donc toutes ces petites choses font qu'on voit que ça fonctionne et qu'aujourd'hui, on peut passer à cette deuxième phase, à cette Xème phase, qui est d'accompagner des communautés en particulier sur certains sujets. Voilà. Okay. Bah, très, très clair, hyper intéressant. Et on avait une question de Léa qui demande quel outil vous aviez utilisé en début et quels sont vos retours sur ce type d'outil? Merci. Oui, alors on avait Sociable. Je pense qu'il y a un outil assez connu en matière d'advocacy. Je ne critique pas Sociable en particulier. Enfin, voilà, comme je disais, on l'a mis en place un peu tôt, je pense, par rapport à la prise de conscience de l'importance qu'il fallait donner à cet outil. L'advocacy, il y a quelques années, chez nous, c'était un petit plus. Voilà, il fallait, en plus de notre casquette de social media manager, qui était déjà bien importante, on avait vraiment un temps plein là-dessus, un collaborateur, un de mes collègues, devait gérer cet outil. C'était un petit à côté. Or non, aujourd'hui, moi, 90% ou 80% de mon activité, elle est sur l'advocacy. On voit bien que voilà, les choses ont quand même beaucoup bougé. Et peut-être que si on avait utilisé cet outil un peu autrement, ça aurait porté d'autres fruits. Mais ce qui a fait aussi qu'on a abandonné cet outil, c'est parce qu'en fait, ça favorisait l'effet perroquet. On partait d'une publication de Malakoff Humanis sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook ou autre, et on demandait aux collaborateurs de la partager en se l'appropriant, c'est-à-dire en mettant éventuellement un commentaire, ce que les gens ne faisaient pas forcément d'ailleurs. Mais tout le monde se retrouvait souvent avec exactement la même publication. Donc, aucun intérêt. La case authenticité, elle n'était clairement pas cochée. On avait l'impression, en fait, à l'extérieur, que c'était la marque qui dictait la publication aux collaborateurs. Pas du tout intéressant. Et en termes d'algorithme, voilà, on est sur un terrain de jeu qui ne nous appartient pas. Les règles ne sont pas les nôtres. Eh bien, les algorithmes, notamment LinkedIn, qui est le réseau de l'advocacy, voilà, c'est chez nous, mais je pense que dans toutes les entreprises, c'est le cas, puisqu'on peut s'identifier comme collaborateur. Donc, naturellement, c'est le réseau de l'advocacy. Eh bien, l'algorithme de LinkedIn déteste les partages. Donc, déjà, on est mal. On a des contenus dupliqués, effet perroquet, et en plus, qui ne sont pas favorisés par les algorithmes. Donc, au final, pas hyper intéressant. Mais en revanche, on avait nos chiffres. Mais bon, voilà, on a préféré abandonner les chiffres et suivre notre conviction. Et aujourd'hui, on n'a plus trop les chiffres. C'est pas super confortable au quotidien, clairement. Ça, je ne le cache pas. Et c'est pour ça que peut-être on passera un jour sur un outil. On ne sait pas. C'est pour ça que je parlais vraiment tout ça, c'est très évolutif. Peut-être qu'un jour, on reviendra à un outil, et surtout si les outils évoluent et nous permettent de faire autre chose que cette question de partage. Peut-être si LinkedIn aussi se remet un peu à penser l'advocacy comme un élément important. On sait qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est assez fou, mais c'est plus leur priorité. Ils avaient Elevate il y a quelques années. Ils ont arrêté de commercialiser cet outil. Aujourd'hui, l'advocacy, c'est plus leur priorité. Or, dans les entreprises, ça devient un truc hyper important. Donc, c'est assez fou, ce décalage. Donc, je pense qu'ils vont y revenir.
et ils vont peut-être aussi nous équiper, ou en tout cas peut-être ouvrir un peu les vannes pour qu'on ait accès à des choses qui nous facilitent l'advocacy. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. LinkedIn verrouille beaucoup et les outils ne répondent pas Et forcément à nos enjeux du moment. il y a Tiffany qui nous dit, ça a changé aujourd'hui le partage sur LinkedIn. Les coms remontent sur celui d'origine. Donc, a priori, ils ont un petit peu modifié cela pour suivre cette vague d'employés advocacy. Et je suis obligé, là, il y a trop de perches tendues pour pas parler de Halo un tout petit peu, qui est notre outil, du coup, qui est notre outil d'employé advocacy et qui permet effectivement de communiquer en interne via des communications ciblées sur tel ou tel groupe de collaborateurs, qui donne aussi la possibilité de créer de leur propre contenu pour les collaborateurs, donc ça peut être intéressant, et effectivement de les partager hyper facilement sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn, mais aussi ce personnel, et d'avoir également des statistiques, donc des outils d'analyse, un ROI très concret, à la fois sur l'utilisation en interne et également sur l'utilisation en externe, l'impact et le reach qu'atteignent ces publications. Voilà, je t'ai obligé, là, il y avait trop de... Non, non, mais tout à fait. Mais encore une fois, je ne, même si on a été frileux avec l'outil qu'on a utilisé parce qu'il n'est pas arrivé au bon moment, les outils permettent beaucoup de choses et notamment, enfin, c'est hyper important pour les directions qui sont peut-être un petit peu plus frileuses, qui font moins confiance. C'est hyper important, les chiffres, on peut pas passer à côté. Et les outils donnent des KPI. Donc, enfin, je pense que le mieux, c'est de mixer et surtout de faire intervenir ces outils enfin, qui représentent aussi un coût financier, de les faire intervenir à bonne échelle au bon moment, de pas tout de suite prendre les licences ultra premium si on sait que les équipes peuvent pas suivre derrière et accompagner. Voilà, il faut les utiliser à bon escient et au bon moment. Surtout. Et selon le niveau de maturité, effectivement, des Et entreprises. les objectifs qu'on Et attend aussi du programme d'employé advocacy. Ça, c'est hyper important de commencer par ça. Est-ce que je veux recruter? Est-ce que je veux augmenter la notoriété? Est-ce que je veux augmenter la lisibilité de mon entreprise sur certains sujets? Est-ce que je veux faire de la marque employeur? Est-ce que je veux créer des leads? C'est hyper important de commencer par se poser cette question et ensuite de mettre en place les bons moyens. Bah, exactement. Merci pour la passation aussi vers la conclusion. Merci beaucoup, Roxane, Avec pour ton plaisir. témoignage. Je C'est sens que hyper intéressant. Et je vais juste dire deux, trois mots pour conclure. Donc, effectivement, comme tu disais, c'est avant tout une réflexion, identifier ses enjeux, de ce qu'on veut en retirer. C'est la stratégie d'employé advocacy également liée à la stratégie de l'entreprise, hein, puisqu'on en a parlé. Il y a un sujet communication interne, il y a un sujet RH, il y a un sujet marketing également. Donc, il y a beaucoup, donc ça devient vraiment un sujet central dans les organisations. Et aujourd'hui, en fait, plus les entreprises comptent de collaborateurs et plus les entreprises comptent de collaborateurs ambassadeurs, plus la portée des messages qu'ils peuvent partager est grande. Et du coup, ça va avoir plusieurs possibilités, plusieurs thèmes. Premièrement, s'aligner sur une stratégie de contenu. Donc, c'est à la fois avoir des contenus plus institutionnels au niveau entreprise, mais également des choses, comme tu l'as dit très bien, plus individuelles au niveau du collaborateur, pour aider aussi les collaborateurs à partager du contenu, soit sélectionné, soit proposé. On va aussi, grâce à l'employé advocacy, si on a un outil, bien sûr, mais même sans avoir quelques KPI, de mesurer l'impact concrètement, l'impact des actions, l'impact des contenus, ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, pour éventuellement rectifier aussi sa stratégie de communication externe, d'employé advocacy. Pourquoi pas également créer des programmes ambassadeurs autour de l'employé advocacy en interne pour qu'ils puissent justement porter la démarche au niveau local, au niveau du terrain des collaborateurs. L'un des leviers de l'employé advocacy, on l'a vu, mais ça va être aussi d'améliorer. Pardon, oui. Oui, pardon, okay. D'améliorer la portée et l'engagement des contenus. Donc, c'est aussi ça, à moindre coût, les messages prennent une nouvelle ampleur. Nous, on a une statistique du magazine Forbes qui dit que les publications des collaborateurs ont une portée 561% supérieure aux publications de l'entreprise. C'est également ça allait dans ton sens également. Et enfin, en termes de confiance et d'authenticité, l'employé advocacy vraiment fait mouche. On fait confiance à notre cercle, à notre réseau, au bouche à oreille, d'une manière générale, sur toutes les thématiques. Et le travail, ça ne fait pas exception. Et on mesure, nous, que 92% des gens se fient davantage aux recommandations de leur pairs qu'aux annonces des entreprises. Ça aussi, on l'avait vu. L'authenticité. Ouais. Et du coup, hyper important pourquoi pas mettre en place une stratégie d'employé advocacy. On voit
que le sujet est bien avancé, notamment en Angleterre, aux États-Unis. On a pas mal de nos clients. Ça peut être décider de communiquer sur des sujets spécifiques, hein, comme vous sur la RSE, sur des expertises actuellement, comme sur des sujets plus globaux. Par exemple, Coca-Cola va utiliser l'employé advocacy pour communiquer sur leur employabilité. Eux, ils n'ont pas besoin, tout le monde, de notoriété, tout le monde connaît Coca-Cola, mais peu de gens connaissent l'employabilité de Coca-Cola, donc ils l'utilisent dans ce sens. J'aime bien aussi l'exemple de Swarovski, qui utilisent l'employé advocacy pour humaniser et rendre plus chaleureuse leur communication. Ils avaient une image un peu froide. Ils ont utilisé leurs collaborateurs pour humaniser tout cela, pour individualiser aussi les communications, que ce soit en boutique ou sur leur SAV. Donc, les cas d'usage sont vraiment hyper nombreux. Il y a plein de choses à faire. Et donc, cas d'usage hyper nombreux est lié à la stratégie centrale de l'organisation, si je devais conclure sur ce sujet d'employé advocacy. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos questions. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en avoir plus, si vous souhaitez qu'on vous présente notre approche. Et nous, vous avez une question dans ce sens, on va vous envoyer l'enregistrement de cet événement si vous souhaitez le revoir, si vous souhaitez le partager à vos collaborateurs, à vos pairs. Merci beaucoup pour cet événement. Bon appétit et à bientôt. Au revoir. Au revoir.